Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Les 25, 26 et 27 septembre 2015, Durablement Vôtre était en reportage en Alsace, près de Mulhouse, plus précisément à Ungersheim, une petite commune de presque 2000 habitants qui organisait et accueillait les premières rencontres de la transition. Beaucoup de monde venu d'un peu partout en France. La participation de l'initiateur du mouvement de la transition, l'anglais Rob Hopkins, avait attiré les foules. Je regrette beaucoup n'avoir pu l'interviewer parce qu'il fut obligé de quitter précipitamment ces rencontres pour des raisons familiales. À Ungersheim, c'est toute la population entraînée par le conseil municipal, maire en tête, qui est engagée dans la démarche. Jean-Claude Mensch. La transition, c'est pour nous l'occasion de faire preuve de résilience. Et en réalité, c'est ça, au regard des crises qui nous assaillent, la crise environnementale, mais aussi sociale, financière, économique, écologique. Donc, il y a toute une série de crises qui se répètent. Et pour y faire face, on fait preuve de résilience. Alors, on anticipe les choses, on anticipe les futurs, le tarissement des énergies fossiles, par exemple. On anticipe le dérèglement climatique, on se prépare, on s'adapte. Et tout ceci sans culpabilisation. Il faut que la population comprenne, les citoyens comprennent qu'ils font partie de cet ensemble, de ce système, et qu'ils doivent intervenir eux-mêmes, être responsables, et donc dans une relation et dans un mode de vie convivial, familial, fraternel. Alors, ça c'est la prise de conscience que vous venez d'évoquer, Jean-Claude Mensch. Comment ça se traduit sur le terrain ? Alors effectivement, la prise de conscience, c'est quelque chose qui se passe dans son fort intérieur. Et ça peut sembler être un élément excessivement virtuel ou abstrait, mais en réalité, c'est ce qui commande la personne et le citoyen et la société. Donc après la prise de conscience, d'abord, il y a la sensibilisation, une forme de verbiage, disons, mais ce qui compte, en définitive, c'est l'action. Donc l'action sur le terrain, ça consiste à s'engager dans les énergies renouvelables, ça consiste à privilégier une alimentation saine, tout globalement, les circuits courts, à s'attaquer à tout ce qui est énergivore. Parce que bon, le pétrole, il gouverne quand même 80% de notre économie. Voilà, donc c'est dans cette direction-là qu'il s'agit de se préparer. Et en termes d'action précisément, les questions étant posées, quelles réactions, quelles actions menez-vous sur Ungersheim qui vous permet de revendiquer cette appellation de commune en transition ? Donc la pierre angulaire de notre politique, c'est d'abord la démocratie participative, maintenant qui a perdu de son sens, et on peut l'appeler la démocratie en permanente construction, la démocratie qui évolue. En réalité, elle évolue tout le temps, quoi. C'est pas quelque chose de figé. Mais est-ce que ça s'est traduit concrètement, Jean-Claude Mensch, dans votre conseil municipal, par exemple, d'une autre façon de débattre ? Dans le conseil municipal, non. Le conseil municipal, il débat de la même manière. Mais étant donné que les conseillers sont introduits, participent dans des commissions participatives qui sont elles-mêmes ouvertes à la société civile et qu'ils sont très minoritaires dans ces commissions, qu'ils ne les conduisent même pas souvent, qu'ils n'en sont pas qu'ils n'en assurent pas l'animation ni le rapport. Donc, ce qui fait que au niveau du conseil municipal, les grandes décisions sont déjà réfléchies, sont déjà débattues, et les grands axes également, c'est-à-dire que, in fine, le conseil municipal valide des choses qui sont réfléchies en amont, mais pas réfléchies en amont par des commissions participatives du conseil municipal, mais des commissions qui sont issues de la société civile. Ça veut dire, Jean-Claude Mensch, que du point de vue de la démocratie participative à Ungersheim, c'est le conseil municipal, et vous-même, peut-être en tant que maire, vous positionnez davantage en tant qu'animateur du débat qu'en tant que décideur.
En réalité, nous sommes les deux. Parce que l'animation du débat, effectivement, on peut faire des propositions. Voilà, nous sommes aussi une force de proposition, mais au même titre que les autres, nous sommes au même niveau. Mais il est clair que, aux yeux de la loi et des règles qui nous gouvernent, encore actuellement, le conseil municipal prend la décision de voter son budget. Et le budget, c'est quand même l'acte fondateur d'un exercice qui permet de faire quelques actions. Voilà. Alors, par exemple, quand même, le budget de 2015, c'est 80% qui sont dédiés à la transition, de loin ou de près. Puisqu'on parle de transition, bien sûr. En matière énergétique et en matière alimentaire, les actions qui sont mises en place à Ungersheim, Jean-Claude Mensch. Donc en matière d'énergie, d'abord il y a la production d'énergie, l'énergie primaire. Alors on s'oriente quand on est dans la plaine qui est très peu ventilée, c'est ce qu'on nous dit. On a lancé une étude grandeur nature avec l'érection d'une petite éolienne de 2 kW qui a été fabriquée en autoconstruction. Voilà. Et c'est une réappropriation de la production d'énergie par les citoyens. Et ils étaient très partie prenante et très remplis d'émotions quand ce mât basculant a été monté et que l'éolienne s'est mise à tourner. Donc l'éolien, cette éolienne va nous dire, après, avec suffisamment de recul sur une année, si effectivement on peut aller plus loin. Voilà, donc, en attendant, vous avez installé déjà une centrale photovoltaïque. En attendant, on a initié une centrale photovoltaïque. Alors on peut dire, selon le cas, selon la rhétorique, on l'a imposée. Mais effectivement, c'est une friche industrielle que nous avons acquise en préemptant sur la vente du foncier par les mines de potasse pour permettre l'installation du photovoltaïque. Donc on l'a initié. Mais bon, il y a grand mérite aussi au chef d'entreprise qui l'a développé, parce qu'il a pris des risques considérables. Aujourd'hui, c'est la plus grande centrale solaire d'Alsace. Et depuis longtemps, depuis 2012, je pense que ça va encore rester un bout de temps. Donc là, on a compris votre recherche d'indépendance énergétique sur le plan alimentaire. Donc sur le plan alimentaire, c'est les circuits courts qu'on privilégie. Par exemple, la première opération en 2010 consistait à récupérer par le rachat d'un bail des terres qui nous appartenaient, de 8 hectares de terres agricoles qui ont été... où il y a une mainmise de bénévoles ungersheimois pour planter des pommes de terre, des courges, de l'avoine blanche, du trèfle incarnat, pour obtenir la certification EcoCert et ensuite, après une année de fonctionnement, remettre l'ensemble du terrain, donc investi par les élus et des bénévoles, à une association d'insertion qui permet à des gens très éloignés de l'emploi de retrouver du goût au travail. Donc il y a du social, il y a de l'environnemental et il y a bien sûr de l'alimentation puisque tout est en maraîchage bio. Et ce maraîchage bio vous permet de fournir, j'imagine, des légumes également qui sont disponibles dans la commune et pourquoi pas aussi peut-être dans les écoles. Oui, alors c'est le début de la filière, de la graine à l'assiette et au bout il y a la restauration scolaire. 100% bio depuis 2009, mais maintenant avec une nouvelle cuisine qui confectionne 500 repas par jour pour des écoles environnantes également, toujours 100% bio. Et c'est dans cette filière manque des maillons, comme par exemple dans les maraîchages, il y a beaucoup de surplus de produits déclassés, de les utiliser dans une légumerie-conserverie qui fonctionne déjà, et plus tard dans une malterie-brasserie, puisqu'il y a aussi rotation de terre avec des céréales, et encore une épicerie qui n'existe malheureusement pas à Ungersheim, une épicerie en vrac, donc on veut renouer avec ce qui se passait autrefois, moins d'emballage ou pas du tout, et des produits bio, accessible à toutes les bourses. Alors on ne parlera pas avec vous, Jean-Claude Mensch, de Richelieu, votre cheval multifonction, notamment pour le transport scolaire, mais on peut dire 2 mots sur cerise sur le gâteau, ou plutôt radis sur le gâteau, monnaie locale. Et oui, dans la démarche de la transition, il faut effectivement se pourvoir de cet outil indispensable qui est la monnaie locale complémentaire. Comment veut-on développer une économie locale, des circuits courts, ou bien la relocaliser en réalité si on n'a pas un outil qui permet de faire ce travail. Donc l'outil indispensable, c'est bien la monnaie locale complémentaire. Bon, chez nous, c'est le radis.
il faut beaucoup de temps, il faut gagner des mentalités qui sont acquises, qui sont à l'euro, à l'argent traditionnel, et qui ont un rapport avec l'argent qui est ou bien tabou, ou bien un peu, voilà, ils pensent que c'est très complexe, alors que c'est très très simple. C'est juste une valeur confiance qui permet de créer du lien, d'avoir des échanges sur des biens sans spéculation. Des visites guidées, des conférences et un grand forum de la transition durant lesquels intervenaient de nombreuses personnalités. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Antoine Wechter, vous avez été l'un des fondateurs du parti écologiste Les Verts en 1984. 4 ans plus tard, vous étiez candidat à la présidence de la République française. Aujourd'hui, vous êtes conseiller régional d'Alsace. Quel est votre ressenti, votre impression à l'égard des journées de la transition telles qu'elles ont été lancées à Ungersheim en Alsace ? Je crois qu'il y a une partie intéressante, c'est de faire la démonstration que lorsqu'un élu veut, il peut. Et ici, sur cette commune d'Ungersheim, nous avons une transition qui est vraiment multiforme. On a trop souvent tendance à considérer que la transition se résume à la question énergétique. Ce n'est absolument pas cela. Ici, finalement, on l'aborde certes sous son aspect énergétique, mais il y a aussi une production maraîchère, organisation de circuits courts, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Malheureusement, ce que l'on regrettera, c'est qu'on se retrouve pour l'essentiel entre nous, c'est-à-dire que finalement, on connaît à peu près tous les participants. Entre gens convaincus. Voilà, entre gens convaincus. Comment expliquez-vous, alors néanmoins, alors c'est sans doute aussi l'effet COP21, à quelques semaines à Paris, les médias commencent, on a l'impression qu'elles le découvrent, mais les médias commencent à parler néanmoins d'écologie, d'enjeux environnementaux. Pour autant, avez-vous le sentiment que la population suive ? Oui, il y a tout de même une évolution. J'ai le souvenir en 1988 où on avait vraiment l'impression d'être des E.T. Dans la politique. Et, vous l'étiez peut-être un peu, non ? Je l'étais un peu, oui, tout à fait. Et c'est incontestable qu'aujourd'hui, on a dans l'opinion en tout cas une fraction importante de la population qui est sensible à ces questions, qui va le traduire déjà dans sa manière de consommer et qui va effectivement et qui s'inquiète, il faut bien le reconnaître également, de tout ce qu'on lui annonce et en particulier le réchauffement climatique. Pour autant, peut-être que le public fait défaut. Est-ce que, Antoine Wechter, il n'y a pas une part de responsabilité de la part... Alors, globalement, on sait bien que la situation est plus complexe, mais de la part des écologistes en général quant à peut-être leur image, leur communication ? Alors là, si on évoque les écologistes, on va les évoquer évidemment sous l'angle politique, c'est-à-dire les formations qui se réclament de l'écologisme aux élections. Je pense qu'il y a de toute façon une grande erreur qui a été commise en 1995, lorsque la majorité a basculé au sein des Verts, et que par l'intermédiaire de Dominique Voynet, on a commencé à avoir un discours différent, qui a consisté à affirmer que l'écologie était de gauche, ce qui a donné le sentiment que finalement les écologistes n'étaient qu'une filiale du Parti socialiste. Une antichambre. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a un décrochage qui s'est fait, certes. Les Verts ont continué à mobiliser cette fraction qui au second tour se reconnaît à gauche, mais il n'en reste pas moins que tout ce travail pédagogique qui consistait à montrer que la vision écologiste ne doit rien ni au libéralisme ni au socialisme a été évidemment mis en défaut. Et depuis, on est dans cette situation. Tous les sondages ont fait la démonstration que les Français attendaient des écologistes finalement d'être des techniciens. S'ils entraient au gouvernement, ils étaient des techniciens. Mais à partir du moment où ils sont des techniciens, ma foi, on peut les renvoyer quand le chômage monte. Et ça s'est toujours confirmé de cette sorte-là. Quand les courbes du chômage augmentent, les partis écologistes font infiniment moins de voix. C'est la variable d'ajustement. Pompidou disait que l'écologie est une chose trop sérieuse pour être confiée aux écologistes. Antoine Wechter, est-ce qu'on pourrait imaginer que les politiques, en tout cas les partis politiques qui se réclament de l'écologie ont finalement, c'est une question un peu provocatrice, ralenti la prise de conscience, ou en tout cas l'adhésion de la population aux thèses de l'écologie ?
Je ne crois pas, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que tout d'abord, il y a de très nombreux acteurs sur le terrain. Il y a certes les partis écologistes, il y a bien évidemment aussi les associations. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que les partis écologistes, au départ, sont nés à partir de militants qui étaient impliqués dans des associations naturalistes, environnementalistes, mais ce sont les associations au départ. Un peu dans la douleur quand même, la création de ces partis, tout le monde n'étant pas favorable à une écologie politique, Antoine Wechter. Oui, mais je pense que c'est une erreur. Je veux dire, dans une démocratie, ce sont les institutions qui prennent les décisions. Il est absolument impératif qu'il y ait que cette sensibilité-là y soit représentée. On voit bien, et c'est bien la démonstration que Jean-Claude Mensch fait ici à Ungersheim, que Patrick Barbier fait à Muttersols, c'est qu'à partir du moment où il y a un élu convaincu, et surtout qui sait associer la population, il ne faut pas faire contre. À partir du moment donc un élu a cette capacité-là, cette volonté surtout, il fait des choses extraordinaires. Mais s'il n'y a pas d'élus, les associations elles-mêmes ne suffiront pas. Et alors là aussi, on parlait de communication tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, une culture du rebelle chez l'écolo? Quand je dis l'écolo, encore une fois, d'abord, c'est pas péjoratif, c'est très globalisant. Une culture du rebelle, finalement, qui est dans la réaction, qui manque peut-être un peu des fois de proactivité et une certaine aversion du système. Ah, tout à fait. Ma conviction, c'est qu'on ne modifie pas le système en étant à l'extérieur. On le modifie quand on a le courage d'essayer de le modifier à l'intérieur. Vous êtes pour la stratégie du verre dans le fruit? Moi, je suis pour la stratégie du verre dans le fruit et le verre qui finit par, effectivement, manger complètement le système. Mais... À cet égard, Antoine Wechter, vous dénotiez déjà en 1984... Pour faire un peu caricatural, vous aviez des chaussures cirées et une cravate. C'était plutôt original à l'époque pour l'image qu'on avait d'un écolo. C'était totalement original. C'est surtout complètement refusé par une partie de mes collègues, en effet. Mais je pense que c'est quand même une des choses, une des images qui a forcé le résultat. Quel est votre... alors nous sommes ici à Ungersheim, journée de la transition. Épiphénomène, Antoine Wechter, vague de fond, quel est votre sentiment? Et nous en resterons là, je sais que vous avez encore beaucoup d'activités. Votre sentiment, votre souhait, alors distinction entre votre souhait personnel, votre rêve, et puis ce que vous ressentez réellement de l'évolution de la société. L'idée qui doit passer, c'est que la transition, la transformation en quelque sorte vers une société écologique, c'est-à-dire qu'il soit capable tout simplement de préserver l'avenir de l'humanité et de l'ensemble des formes de vie de cette planète, suppose une véritable stratégie. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire chez soi un certain nombre d'actes personnels. Il faut d'abord prendre conscience qu'on a un pouvoir formidable en tant que consommateur. Mais là, il faut obtenir évidemment un certain poids. Si on a 10-15% de consommateurs, on a la capacité effectivement d'orienter l'économie. Mais encore une fois, il faut que le message passe auprès des consommateurs pour les mobiliser dans ce sens. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la dimension politique. Et cette dimension politique, elle ne doit pas se perdre. On l'a encore vu ici à un moment donné dans le débat, cette croyance qu'en développant les énergies renouvelables, on va régler le problème, c'est pas vrai. Si les énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans une diminution de la consommation et de la volonté effectivement progressivement de se débarrasser du nucléaire, il n'y aura pas d'effet, ça perdra même son sens. Vous qui êtes conseiller régional, Antoine Wechter, est-ce que le temps du mandat d'un homme politique est suffisant pour lui permettre de se projeter dans des enjeux environnementaux à échéance de 20, 30, 50 ans? Non, il faut un certain temps. De toute façon, quand un élu entre dans une assemblée, il lui faut déjà un petit moment pour comprendre comment ça fonctionne, quelle influence il peut avoir. Et puis les choses se mettent en place, pas du premier coup, lentement. Ici, Jean-Claude Mensch en est à son 5e mandat, enfin. Et Patrick Barbier en est à son 2e ou 3e. Enfin, il faut du temps, incontestablement, pour le faire. Et autant que possible, il faut également prévoir, bien évidemment, la relève. De faire en sorte que lorsque l'on arrête, le successeur prenne le relais et ne démonte pas ce que vous avez mis en place. Des rencontres de la transition à Ungersheim où j'ai demandé à Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l'écologie, quel était le pouvoir réel d'une élue de la nation.
tout ce qui est en train de se passer en profondeur dans la société autour de ces projets sur l'écologie, l'économie circulaire, l'économie collaborative, de réappropriation citoyenne tout simplement d'un certain nombre d'enjeux, oui, aura des conséquences dans le champ politique. Et vous ne pensez pas que ça reste strictement dans le champ confidentiel et totalement marginal ? Certains peuvent voir ce qui est en train de se passer comme ce qu'on appelle des signaux faibles. Mais en même temps, moi, partout où je vais, dans tous les territoires, il y a des choses peut-être pas aussi abouties que ce qui se fait ici, mais des projets qui vont dans le même sens et qui sont dans la même logique. Il y a une profonde aspiration des citoyens à reprendre le contrôle de leur destin et à éprouver aussi du bonheur à faire des choses utiles et positives. Le bonheur, Delphine Batho, il est des fois aussi dans la douleur. TAFTA, signal faible ? Non, TAFTA, c'est un enjeu monstrueux. Et c'est le paroxysme de l'affrontement entre les multinationales et la démocratie et la façon dont elles veulent prendre le contrôle. C'était le sens de ma question, entre l'économie circulaire et puis ce qu'on nous prépare au niveau du TAFTA. Oui, mais je suis peut-être une éternelle optimiste. Je pense que jamais la France pourra ratifier un traité commercial comme celui-là. On ose le croire. Finalement, tout repose, et probablement, entre les mains de nos concitoyens, et auquel cas nous devrions vivre c'est une interaction. Dans une société magnifique. Non, c'est une interaction. Quand on est confronté à des blocages, à des lobbies qui sont extrêmement puissants, on peut gagner. Et pour gagner, il faut une sorte d'interaction entre des citoyens qui sont mobilisés dans la société et des élus, soit à l'Assemblée nationale, soit au sein du gouvernement, qui les écoutent, qui prennent en compte ce qui est dit et qui vont ensuite mener la bataille. C'est ce qui s'est passé par exemple sur le gaz de schiste, par rapport aux compagnies pétrolières qui voulaient imposer le gaz de schiste en France. Il y a eu des mobilisations de citoyens dans les territoires contre l'exploitation du gaz de schiste, et vous avez eu en même temps des parlementaires, une ministre, qui ont dit non, pas en France, et on a gagné. Vous voulez dire qu'on a des élus qu'on mérite ? Oui, enfin ça, je pense pas que ça fasse tellement avancer les choses comme réflexion. Non, on a un système politique et un système de l'État, de la fonction publique qui est extrêmement vertical, extrêmement cloisonné, et donc qui institutionnellement n'est pas organisé pour être à l'écoute de la société. C'est ça qu'il faut changer. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Jean-Claude Mensch, vous êtes le maire d'Ungersheim et l'initiateur des rencontres de la transition qui se sont déroulées dans votre commune les 25, 26 et 27 septembre 2015. Des rencontres placées sous le haut patronage de l'anglais Rob Hopkins, véritable père fondateur et maître à penser de la transition. Oui, c'était un événement extrêmement important, enfin qui nous a remplis de bonheur, c'est-à-dire pouvoir accueillir le père fondateur de ce mouvement, anglais de surcroît, qui a fait le trajet en train puisqu'il ne prend plus l'avion. Voilà, donc c'est quand même 3 jours consacrés à nos journées, et c'était effectivement, ça démontre que les choses qui se font par ailleurs sur la planète ne bénéficient pas de suffisamment de liens, il n'y a pas de réseau pour pouvoir développer ce programme et ce mouvement. Est-ce que ça veut dire, Jean-Claude Mensch, que les rencontres de la transition d'Ungersheim, ce sont les prémices d'un réseau à naître ? Oui, effectivement, c'est bien la raison des rencontres de la transition, c'est permettre à des groupes qui existent déjà, la société civile, des mouvements citoyens qui existent déjà, de se rencontrer, d'apprendre les uns des autres, de créer ensuite, de se nourrir et de créer ce réseau qui permet de progresser, de gagner l'opinion à cette cause qui, à mon sens, bien sûr, était très juste. On l'a bien compris. Comment va se traduire ces rencontres ? Est-ce qu'il y aura d'autres rencontres dans les années à venir ? Est-ce qu'il y a une plateforme permanente ? Comment
concrètement, les choses vont se traduire, vont se mettre en place, Jean-Claude Mensch? Donc, à l'issue du forum qui a eu lieu ce matin, concrètement, on a pris déjà l'adresse mail, en l'occurrence, puisque c'est rapide et ça fait partie des outils de communication d'aujourd'hui qu'il ne faut pas négliger. Même si parfois ils sont très énergivores. Donc, toutes les adresses mail, il y avait quand même 12 groupes de transition, il y avait 4 ou 5 régions représentées, donc Salon de Provence, je crois que c'est Vaucluse, il me semble, le Béarn, le Morvan, la Bretagne, donc une personne qui est venue de Bretagne, les Vosges, l'Île-de-France, et bon, des groupes de transition alsaciens, ils étaient tous là. Donc ça va nous permettre de centraliser au niveau du mouvement français de la transition, dont la représentante était là aussi, et puis qui va faire une conclusion générale de ces échanges de ce matin, très riches, de très bonne qualité, qui permettent, j'espère, de continuer sur la bonne voie. Alors précisément, et ce sera le mot de la fin avec vous, Jean-Claude Mensch, comment voyez-vous l'avenir de la transition? Plutôt bien engagé? C'est un chemin difficile, quoi. Mais à chaque jour suffit sa peine, et puis nous sommes partisans de la politique du petit pas. Donc c'est en marchant que l'on ouvre le chemin. Merci à Delphine Batteau, députée des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l'écologie, Antoine Wechter, conseiller régional d'Alsace et fondateur du mouvement écologiste indépendant, et Jean-Claude Mensch, maire d'Ungersheim, initiateur de ces premières rencontres de la transition qui se sont déroulées dans sa commune les 25, 26 et 27 septembre 2015. Merci aussi à Antoine Honorat à la technique. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous, et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.